Bonjour chers amis, bonjour la Martinique, bonjour la Guadeloupe, la Guyane, et puis aujourd'hui on peut rajouter bonjour Marie-Galante. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Parce que j'ai invité pour vous le docteur Victor Ranelli Verger-Desprez, qui a une approche particulière de la médecine générale et de l'intestin et du diabète. Voilà. On va parler de tout ça aujourd'hui. Vous allez dire qu'on reparle souvent de l'intestin. Je crois que vous n'en avez pas parlé assez. Pendant longtemps, on ne savait pas. Et j'ai entendu quelquefois des professeurs d'université, des chefs de service de pédiatrie en particulier, dire avec modestie, nous ne savions pas. Maintenant, on sait. Alors, on n'invente rien. Hein. Simplement, la recherche a permis d'apporter des solutions nouvelles. Et parmi ces solutions nouvelles, on parle beaucoup plus de la relation entre l'intestin et le diabète. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, on a cru qu'il n'y avait que le foie et le pancréas qui étaient compromis dans le diabète. Alors on sait maintenant que l'intestin est là. Bonjour Victor. Bonjour Marius. Tu vas bien? Oui, ça va. Ça va peut aller. Oui. Comment va Marie-Galante? Ah, Marie-Galante se porte très bien. Voilà. Alors il ne vit pas à Marie-Galante, hein. Il vit avec nous à la Martinique. Hein. Nous l'avons phagocyté, on l'a colonisé. On n'a pas encore colonisé Marie-Galante, mais lui oui. Voilà. Donc, alors depuis quelque temps, dans nos entretiens privés, nous en avons quelques-uns, tu me parles souvent de cette relation, de plus en plus des progrès qui ont été faits pour mettre en exergue la relation entre le diabète et l'intestin. Oui, absolument. On sait depuis pas depuis très longtemps, depuis une dizaine d'années, on sait que maintenant que l'intestin joue un rôle fondamental dans quasiment toutes les pathologies. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire déjà peut-être ici, il y a un adage qui dit la vie et la santé entrent par la bouche et la maladie et la mort débutent dans l'intestin. Et on se rend compte que c'est de plus en plus vrai, quelle que soit la pathologie, et pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, en particulier le diabète. On sait que le diabète, au départ, n'est pas une maladie pancréatique, mais une maladie de l'intestin. Et c'est la révolution, ça. Hein? Oui, c'est un nouveau paradigme. C'est un nouveau paradigme qui ne remet pas en cause les thérapeutiques actuelles. Hein. Elles ont toujours toute leur place, mais elles vont jouer un rôle fondamental dans la prévention. Et ça permet une autre approche thérapeutique. Parce qu'on sait très bien maintenant que les thérapeutiques actuelles, elles ont leurs limites. Et même les plus grands professeurs de diabétologie ne peuvent que constater, je ne dirais pas qu'ils sont résignés, mais c'est presque. Ils essayent de freiner l'évolution inéluctable de la maladie. Avec cette approche-là, on peut non seulement freiner, mais on peut quelquefois l'inverser, voilà, si c'est pris suffisamment tôt. Seulement, il faut le savoir. Il faut savoir que cette approche tenant compte de l'intestin permet de stopper, peut permettre, si ça a été pris en considération suffisamment tôt, ça peut permettre de stopper l'évolution d'un diabète. Est-ce que tu veux rappeler pour nos téléspectateurs ce qu'est le diabète? Parce qu'on en parle beaucoup de ça. Il y a des gens qui vont dire je fais un petit peu de sucre, un petit peu. Il y a toujours cette notion de un petit peu qui est gênante. Alors, on fait du sucre ou on n'en fait pas. Hein. Oui. Et il ne s'agit pas de sucre. Le diabète, fondamentalement, c'est un dérèglement de l'équilibre glycémique, de l'équilibre du sucre dans le sang. Alors, on a une constante glycémique, taux de sucre dans le sang, qui a une valeur donnée, et il y a des mécanismes biologiques, hormonaux, qui permettent de maintenir cet équilibre. Lorsque les hormones ne sont plus capables de maintenir cet équilibre, on a une augmentation du taux de sucre dans le sang qui débouche sur le diabète. Mais ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est un processus extrêmement lent. Il y a des phases dans le diabète. On parle d'ailleurs de prédiabète, où la personne, elle est en ce qu'on appelle un hyperinsulinisme. C'est le terme qui fait qu'elle est résistante à l'action de son hormone insuline. Elle devient résistante. C'est la phase la plus importante du diabète parce qu'elle peut durer des années, elle peut durer 10 ans, 15 ans avant de déboucher sur le diabète vrai. Et cette phase où les cellules, les organes du corps résiste à l'action de l'insuline, alors que le pancréas il est sain pendant cette phase-là. Le pancréas sécrète de l'insuline, mais le corps de l'individu n'obéit pas à l'insuline, ce qui fait que le taux de sucre
ne baisse pas. Le pancréas, qu'est-ce qu'il fait? Il sécrète de plus en plus d'insuline. C'est pour ça qu'on appelle cette phase de résistance à l'insuline l'hyperinsulinisme. Mais le pancréas est toujours sain à ce moment-là. Il fonctionne, il réagit bien. C'est cette phase de résistance à l'insuline, c'est la plus importante à mon sens du diabète. Et c'est sur cette phase-là. Pourquoi? C'est de savoir pourquoi il existe cet hyperinsulinisme. Pour quelle raison? Alors, mais si jamais, tu es en train de parler de la grosse prévention, mais en général, les gens, est-ce qu'ils ne sont pas négligents à ce moment-là? Quelles sont les premières manifestations de l'hyperinsulinisme? L'hyperinsulinisme en général, il peut ne pas y en avoir. Hein. Il peut ne pas y en avoir. En général, l'hyperinsulinisme s'accompagne le plus souvent d'un surpoids. C'est pour ça que souvent on attribue l'hyperinsulinisme au surpoids. Et c'est vrai, c'est le surpoids qui entraîne de l'hyperinsulinisme. On parle du diabète de type 2, hein, c'est-à-dire celui qui n'est pas, c'est pas le type 1, c'est pas le génétique. C'est le diabète, on appelait autrefois le diabète gras. Et ça porte bien son nom parce qu'il correspond toujours avec un surpoids. Mais le surpoids, il vient d'où? Le surpoids, il vient d'abord de l'alimentation, c'est vrai. C'est l'alimentation, la mauvaise alimentation qui entraîne le surpoids. Mais par quel biais? C'est là qu'intervient l'intestin. Parce que la mauvaise alimentation va entraîner un déséquilibre de la flore intestinale qui va entraîner une augmentation de la graisse de l'individu qui va prendre du foie et qui va grossir, qui va prendre du poids et qui va grossir. Et cet amas de graisse va empêcher l'action de l'insuline sur les cellules. Ce qui fait que le sucre va augmenter comme ça. Mais au départ, on voit bien le rôle que joue l'intestin. Parce que c'est le déséquilibre de la flore intestinale qui va entraîner le surpoids, qui va déboucher sur ce qu'on appelle une flore obésogène. La flore intestinale d'un obèse n'est pas du tout la même que la flore intestinale d'un non-obèse, d'un individu normal. On sait ça maintenant. Hein? Voilà. Et c'est cette flore intestinale d'obèse qui va déclencher tout le reste. Alors comment empêcher l'apparition de cette flore d'obèse? C'est tout le débat de la prévention, de l'alimentation, voilà. Mais ça change toute une approche parce que tu n'es pas en train de te faire des copains là, avec l'industrie pharmaceutique. Parce que tu es en train de parler de prévention. Ah oui, parce que l'industrie pharmaceutique, par définition, s'occupe de guérir, de curatif. De pathologie. De pathologie. Moi, je vois pas. Je crois que les deux vont ensemble. Hein. Oui. Il faut prévenir, et c'est pas parce qu'on ne prévient pas que l'accident ne peut pas arriver. Donc il faut avoir les deux. Il faut d'abord prévenir, c'est plus simple. Vaut mieux prévenir que guérir. Bon. Mais on constate que maintenant, c'est surtout guérir qui est d'actualité. Prévenir, on fait ce qu'on appelle du dépistage souvent, mais ce n'est pas de la prévention, ça. Le dépistage, ce n'est pas de la prévention. La prévention, c'est de donner les moyens. D'apporter l'information pour que les personnes évitent de développer chez eux cette flore d'obèse. Voilà. Et on ne va pas entrer dans les détails physiopathologiques parce que ça n'intéresse personne, ça nous intéresse nous, mais ça n'intéresse pas les gens. Mais c'est vraiment par là que ça passe. Le développement d'une flore intestinale qui phagocyte toute l'énergie qu'on lui donne. Quand vous mangez, si vous avez une flore normale, elle va prendre 30%, elle va fabriquer à partir de ce que vous lui donnez 30% par exemple d'énergie. Si vous avez une flore d'obèse, ce n'est pas 30% qu'elle va prendre, c'est 80%. Ce qui fait que, automatiquement, si elle prend 80%, vous allez être surénergétisé, suralimenté, vous allez développer une masse grasse viscérale trop importante. Et c'est cette masse grasse viscérale qui va entraîner l'insulinorésistance et fatiguer le pancréas à la longue, à terme. Quoi. Alors comment se passe le processus en dehors, tu parles de la flore intestinale, mais quand on va s'apercevoir que l'hyperinsulinisme est installé, quelle possibilité on aura de faire marche en arrière ou quelle proposition on a? Bon, quand il y a l'hyperinsulinisme, il faut... actuellement, on réduit le poids. Il faut essayer de réduire le poids. Mais réduire le poids, ça ne suffit pas. Il faut également essayer d'équilibrer la flore intestinale. Il faut... on parle souvent, ça m'amuse parce qu'on parle souvent dans les mesures mesures thérapeutiques, mesures hygiéno-diététiques.
Mais on n'explique plus. C'est comme l'adage, nul n'est censé ignorer la loi, mais personne ne vous l'enseigne. Il faut connaître. C'est pas tout de dire mesures hygiéno-diététiques. Ça ne veut rien dire en plus. Ça ne veut rien dire. Enfin, ça veut tout dire, ça ne veut rien dire. Non, mais hygiéno-diététique. C'est-à-dire une diététique d'hygiène. Diététique d'hygiène. Voilà. Hygiène, sous-entendu, il faut une alimentation qui corresponde à notre équilibre, à notre équipement enzymatique. Et on sait très bien que ce qui déclenche le diabète, je vais peut-être encore faire sauter pas mal de personnes, quand vous prenez quelqu'un, deux groupes d'individus, vous donnez à l'un uniquement du sucre et l'autre des graisses, des mauvaises graisses, des graisses trans. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que celui à qui on a donné des graisses trans, il va développer un diabète beaucoup plus rapidement que celui qui a pris que du sucre. Donc, en matière de diabète, le sucre, c'est l'ennemi du diabétique. Le sucré, pas le sucre. Le sucré, c'est très, très franchement l'ennemi du diabétique. Mais le pire ennemi du diabétique, c'est les graisses trans. Et je pourrais t'expliquer pourquoi, mais bon, c'est les graisses trans, et surtout associées au sucre. Alors, parlons des graisses trans. Un exemple concret, le croissant, ou le pain au chocolat. Le pain au chocolat, le diabétique, vraiment pour se faire plaisir, s'il a envie mais ça ne devrait pas faire partie de 480 kilocalories. Oui, et non seulement c'est les kilocalories, mais c'est l'association mauvaise graisse et sucre. Des calories vides en plus. Hein. Alors qu'est-ce que ça fait? Quand vous absorbez le pain au chocolat, dans un premier temps, ce sont toute cette alimentation riche en graisse, en mauvaise graisse et en sucré, qui va perturber la flore intestinale. Ça va déclencher une inflammation locale d'abord, mais l'intestin, l'intestin c'est le patron de l'organisme. Hein. Puis cette inflammation va se généraliser et aller perturber justement cet équilibre glycémique par le biais de l'insulinorésistance et empêcher la physiologie normale de l'organisme s'exercer. Voilà, ça c'est ce point-là. Donc c'est à partir de là qu'il faut commencer. Essayer de corriger son alimentation pour que cela n'entraîne pas cette inflammation de haut grade. Ça devient une inflammation de haut grade parce qu'il existe une inflammation normale au niveau de l'intestin. Ça résulte du travail intestinal. Il y a toujours, ça c'est physiologique, c'est l'inflammation physiologique. Mais lorsque vous agressez l'intestin par l'alimentation et le stress. Le stress, c'est le premier pourvoyeur de déséquilibre. Les gens l'oublient. Il y a deux grands pourvoyeurs de déséquilibre de la flore intestinale. C'est le stress d'abord et c'est l'alimentation. Tous ces deux facteurs-là déclenchent une inflammation locale au niveau de l'intestin, puis générale. Ce qui fait que on est soumis, on est vulnérable, on devient vulnérable non seulement au diabète, mais aux autres pathologies, qu'elles soient auto-immunes ou autres, hein, toutes les pathologies. Il faut signaler quand même qu'il existe aussi des gros métaboliquement sains. Ah oui, tout à fait. Tout le monde ne devient pas diabétique qui veut. Tous les gros ne sont pas diabétiques. Le diabète de type 2, tout à fait, est régi également par la génétique. Hein. Il y a une prédisposition génétique au diabète de type 2. Mais elle n'est pas inéluctable. Hein, ce n'est pas une fatalité. Nous avons des exemples. Voilà, exact. Elle n'est pas inéluctable. Si on prend soin de soi, elle ne peut jamais apparaître. Elle est simplement latente. Mais on est déjà dans le curatif. Hein. Lorsqu'on parle d'équilibre du microbiote, d'alimentation, on est déjà dans le curatif. L'idéal, c'est de commencer même avant. Et c'est là qu'intervient ce dont tu parlais au niveau de la pédiatrie. Même au niveau, on sait maintenant que les enfants nés par césarienne ont beaucoup plus de chances d'être obèses puis diabétiques que les enfants nés par voie basse. Les césariennes et puis il y en a les antibiotiques. Alors là, les antibiotiques, on sait que pas mal d'enfants qui ont des problèmes d'asthme vers 7 ans, des problèmes d'allergie, ce qu'on appelle les atopies, les allergies, l'asthme, les bronchites asthmatiformes et tout ça, ce sont les enfants, quand on étudie leur dossier, ce sont les enfants qui ont été soumis à des doses d'antibiotiques quand ils avaient entre 0 et 3 ans. Et on sait maintenant qu'il y a un lien entre cette administration d'antibiotiques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner des antibiotiques. Hein. Je dis qu'il ne faut pas en donner de façon inconsidérée. Chaque fois qu'on doit prescrire une antibiothérapie, il faut pas prescrire des antibiotiques
pour se couvrir soi-même. En général, c'est ce que font. Ah ben oui, mais moi je l'ai fait. Je veux pas. Moi aussi, je l'ai fait. On a peur que ça se tourne mal, donc on prescrit des antibiotiques. Ça, le médecin devrait maîtriser ça. Il ne devrait plus faire ça. Oui, parce qu'on peut reprocher au médecin après d'avoir pas prescrit. Exactement. Voilà, c'est ça, tout à fait. On est un petit peu entre l'enclume et l'étrier. Mais il faut prendre ses responsabilités. Il faut prendre ses responsabilités. Et là, parce que pourquoi il ne faut plus faire ça? Parce qu'on est vraiment devant un grave danger. C'est que maintenant, on a des germes bactériens qui sont résistants à tous les antibiotiques. Et dernièrement, je lisais un article médical qui disait que bientôt, une petite intervention bénigne, où il ne se passe rien, pourra être mortelle. Parce que si jamais elle s'infecte avec un germe qui est résistant à tous les antibiotiques, eh bien, on est cuit, la personne est terminée. C'est dommage d'en arriver là. Et ça, c'est l'excès d'antibiotiques qui entraîne ce genre de phénomène, ce qu'on appelle les résistances bactériennes. Les bactéries ne vont pas rester là. C'est une guerre, c'est une guerre entre les antibiotiques et les bactéries. Les bactéries, elles se défendent. Vous nous donnez une dose d'antibiotiques, vous allez en tuer les 3 quarts, mais le quart qui va rester, il va muter. Il va changer son patrimoine génétique et votre antibiotique, il ne pourra plus agir. Donc il faudra chercher un autre antibiotique. C'est la course sans fin, quoi. Donc il faut se réconcilier avec les bactéries. Il ne faut pas utiliser... en fait, il faut entretenir ce qu'on appelle notre microbiome. Notre microbiome, c'est-à-dire c'est l'ensemble des bactéries qui se trouvent sur notre peau, dans la bouche, dans le tube digestif, dans les poumons, voilà. Et ça, il faut vivre en équilibre avec toutes ces bactéries. Et la meilleure façon de vivre en équilibre avec ces bactéries, c'est de ne pas les agresser inutilement. Quand ça ne vaut pas la peine. Ça, il ne faut pas se laver tous les matins avec un savon antiseptique. Non, parce que ça n'ira pas, ça ne va pas. Les bactéries vont réagir. Et les antibiotiques, c'est pareil. Un enfant, théoriquement, ne devrait pas prendre d'antibiotiques, théoriquement, je dis bien théoriquement, jusqu'à l'âge de 3 ans, le temps que sa flore intestinale soit mature. Ce qui ne veut pas dire que s'il en a besoin pour une raison ou pour une autre, qu'il ne faut pas lui en donner. Mais il faut prendre soin aussi de corriger les dégâts qu'on a fait avec les antibiotiques, c'est-à-dire prendre des probiotiques et des prébiotiques pendant un certain temps, pendant un temps déterminé. Le problème, c'est que les probiotiques, c'est 70. Hein. Oui. C'est pas vieux. Avant, c'était l'ultralbure. Ouais. C'est pas vieux, c'est les années 70, 80, donc il y a encore du travail à faire. Hein. Tout à fait. Et tout le monde n'est pas au courant. Oui. C'est là qu'intervient la formation des tout le monde n'est pas au courant. Praticiens. Alors non plus, ils ne sont pas au courant parce que ça ne fait pas partie du cursus. Du cursus médical, c'est vrai. Mais tout ce qu'on dit, la partie puisque actuellement, pour en revenir au diabète, ça commence à partir de l'obésité. Voilà. Avant, on n'en parle pas. Ça a commencé l'obésité, donc la personne mange trop, des trucs comme ça. Il y a des gens qui mangent trop, qui sont obèses et qui ne deviennent pas diabétiques, hein, pour les raisons qu'on a dites. Ça commence à partir de l'obésité, mais tout ce qui est avant l'obésité, qu'est-ce qui a créé cette obésité? On n'en parle pas. Or, on sait maintenant. Les 1000 premiers jours. Exactement, on sait d'où ça vient. 1000 premiers jours de l'enfant, hein, c'est-à-dire que ça commence à la conception. Il y en a même qui disent que ça commence avant la conception. Avant la conception, bien sûr, avant la conception. Et c'est-à-dire que dès la conception, on met en place un système. Bien sûr. Qui aura des répercussions bonnes ou mauvaises sur l'enfant. Et c'est pour ça que les 1000 premiers jours entre la conception et 1 an et demi, 2 ans sont importants. Où il faut chérir l'enfant en le protégeant. Tout à fait. Mais sans trop le protéger. En le protégeant sans le surprotéger. Voilà. Parce sans que le surprotéger. tu emploies souvent une chose, tu dis il faut être propre. Il faut être propre, pas stérile. Pas stérile. Voilà. Il ne faut pas être stérile. La stérilité, on ne vit pas sans microbes. C'est grâce aux microbes qu'on a sur la peau, dans les bronches, partout, qu'on est vivant. Ils travaillent pour nous. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Les microbes travaillent pour nous. Nous sommes plus microbiens que cellulaires. 80%. Exactement. 80%. Ils travaillent pour nous. Et chaque fois que le microbe se retourne contre nous, ce n'est pas la faute du microbe, c'est toujours notre faute. C'est parce qu'on a fait des choses
qu'il ne fallait pas faire, et ils se retournent contre nous. Et la première agression, c'est l'alimentation. La première agression, c'est le stress. C'est le stress, ensuite l'alimentation. Parce que le stress mal géré, pas le stress. La détresse. Oui, le stress qui débouche sur la détresse. Voilà. Mais le stress qui débouche sur la solution n'est pas dangereux. Au contraire, c'est un stimulant. Tandis que le stress qui débouche sur la détresse, comme tu dis, c'est dramatique. Parce que ça déprime le système immunitaire par le biais de l'inflammation. C'est toujours pareil, quand vous avez excès de cortisol et ainsi de suite. Par le biais de l'inflammation qui va entraîner une décharge de cortisol pour compenser les effets de ce stress. Et lorsque vous avez cette décharge de cortisol en permanence, sans solution, voilà, ça se termine par une pathologie. Ça débouche sur une pathologie forcément. Au départ d'un processus qui devait nous protéger, il devient à ce moment-là agressif. Il y a un médicament très, très à la mode sur le diabète. Quels sont les effets secondaires de ce médicament? Est-ce qu'il faut continuer à le prendre? Est-ce qu'il faut changer certaines choses au niveau de l'alimentation? Lequel? Metformine. La metformine? Ah non, le metformine, c'est un super médicament. La metformine est placée parmi les 3 plus grands médicaments au monde qu'on utilise. Avec l'aspirine, avec la metformine, il y a un troisième, je me rappelle. Donc celui-là, on continue à l'utiliser? Oui, il est incontournable. D'ailleurs, le traitement du diabète actuellement commence avec la metformine. C'est les recommandations de la HS. La metformine, pas question d'y toucher. Ça, c'est tout à fait. Le metformine ou glucophage. Glucophage, oui. Bon, mais est-ce qu'il faut allier ça systématiquement? Parce que, est-ce que quand on donne un traitement antidiabétique, est-ce qu'il faut systématiquement qu'il soit accompagné de mesures hygiéno-diététiques? Ah ben évidemment. Sinon, on se lave les mains, on sait super faire. Non, mais la majorité des gens prennent leur traitement. Parce que, comment ils réagissent chez nous, aux Antilles, en Guyane, j'ai un petit peu de sucre. Je suis un petit peu diabétique. Donc ça veut dire que, à la limite. Une petite grossesse. Une petite grossesse, mais tout est petit, quoi. Quand il y a des pathologies, d'ailleurs, petite grossesse, on ne sait pas pourquoi je dis ça. Une femme, elle est tombée enceinte, une sorte de chute. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Donc les diabétiques en Martinique, enfin ceux que nous connaissons, enfin moi ceux que je connais, il y en a beaucoup qui, à partir du moment où ils ont leur traitement, pour eux ils sont couverts. Oui, il n'y a pas de risque résiduel. Pas pour les diabétiques seulement, tous les patients réagissent comme ça. On ne parle pas de l'hypertension. Ah oui, voilà. C'est le contrôle de conscience, ça leur donne bonne conscience. Donc ils ont un traitement, mais à côté de ce traitement-là, la marche à pied, qui est un des premiers médicaments pour le diabète, ils ne connaissent pas. Alors quelquefois ils ne peuvent pas, physiquement ils ne peuvent pas. L'activité physique, c'est vrai. Quelquefois ils ne peuvent pas, ils sont trop lourds. Ils ont des problèmes de genoux. C'est vrai. Ils peuvent faire de l'aquagym. Ils peuvent faire de l'aquagym. Mais c'est déjà encore une complication. Voilà. Mais les hommes vont faire de l'aquagym, tu vois? Les femmes vont faire de l'aquagym. Mais les hommes ne sont pas. Mais en fait, nous savons bien comment ils sont, nos compatriotes. Tout à fait. Ils ne sont jamais malades, ils sont toujours très bien. Je vais voir ça après. Et puis ils s'accommodent de leur pathologie. Ils trouvent que c'est tout à fait normal. Enfin, en tout cas, c'est pas anormal de ressentir ça, de ne pas ressentir ça. C'est vraiment quand ils sont en détresse qu'ils consultent, le plus souvent. Ils ne font pas d'acte de prévention. Voilà. Et donc, oui, la metformine, c'est un médicament incontournable. On ne peut pas. Il y a des médicaments qu'il faut utiliser. Maintenant, on sait, sur le plan thérapeutique, on sait comment utiliser les médicaments. Ça commence avec la metformine, premier médicament. Ensuite, on en rajoute d'autres. Ça commence d'abord par l'hygiène alimentaire, mais cette hygiène alimentaire, il faut qu'on l'apprenne aux gens. Les gens ne le connaissent pas. Donc il faudrait carrément l'enseigner à l'école. Il faudrait que ça, à l'école publique. Il faudrait, comme on enseigne la morale, on devrait enseigner aux enfants. Comment on enseigne la morale? Comme on nous l'a enseigné. Voilà. Et donc, on devrait enseigner on devrait y avoir des cours de nutrition, pas de diététique, de nutrition. Il y a des actions ponctuelles dans les écoles. Hein. Il y a des actions ponctuelles, malheureusement, elles ne sont que ponctuelles. Voilà, ça devrait être permanent. L'alimentation, la nutrition, c'est un renouvellement permanent, surtout qu'il y a des choses qui bougent, qui changent. Absolument, tout à fait. Et puis, il faudrait qu'elles soient adaptées. Les petits enfants qui sont diabétiques, parce qu'il y a des diabétiques de type 1 chez nos enfants, des élèves à l'école primaire, alors qui ne sont pas du tout dans la même situation, mais qui ont besoin d'une alimentation particulière. Est-ce que les gens qui préparent les repas pour
pour les cantines sont au courant de ça. Est-ce qu'il y a une alimentation? C'est pas, peut-être pas les gens qui préparent, mais les gens qui définissent. Oui. Qui définissent oui, parce qu'il y a, le menu. Il y a des diététiciens. Les gens qui. Ah oui, enfin bon, on ne va pas critiquer, on n'est pas venu pour critiquer. Non, c'est une question que je pose. Mais même dans les hôpitaux, il y a des aberrations. On va pas y revenir. La nutrition, c'est le parent pauvre de la médecine. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est pas très payé. Un diabétologue qui essaie d'enseigner, qui passe 2 heures de temps à expliquer à son patient comment manger, comment ne pas manger, il n'est pas très payé. Contrairement à d'autres spécialités qui, en médecine actuellement, ce qui paye, c'est les actes techniques. Ce sont les actes techniques, les radios, les électros, en fait, tout ce qui est technique, ça paye. Mais le temps, quand le temps n'est pas accompagné d'actes techniques, il n'est pas très bien rémunéré. Donc ceci explique peut-être un petit peu cela. Mais pour en revenir à l'intestin par rapport au diabète, lorsqu'on mange, lorsqu'on absorbe des aliments, que fait l'intestin? Et ça, on le sait depuis quelques années seulement. Enfin, on ne le savait pas. On pensait que l'intestin digérait l'aliment et puis l'absorbait, absorbait les nutriments qui étaient contenus dans l'aliment. Il ne fait pas que ça. Il fait quelque chose de beaucoup plus important. C'est l'intestin qui détermine la charge en sucre de l'aliment. C'est pas le taux. Pourquoi faire? Pour dire au pancréas, il faut sécréter, j'ai besoin de telle quantité d'insuline. Voilà. Parce que le pancréas, s'il attend que le sucre arrive à lui, c'est très long. La glycémie aura le temps d'augmenter de beaucoup. Mais pour éviter ça, pour éviter que la glycémie n'augmente de trop, l'intestin calcule le taux de charge de sucre qui est contenu dans les aliments et il envoie l'information, non pas au pancréas, il l'envoie au cerveau. Et c'est le cerveau qui dit au pancréas. Voilà. Donc ça n'a rien à voir de sécréter tant d'insuline. Donc ce n'est pas le taux de glucose sanguin dans un premier temps, je dis bien, dans un premier temps. Après, ça se régule. Mais dans un premier temps, ce n'est pas le taux de glucose sanguin qui détermine la décharge pancréatique d'insuline, c'est l'intestin. C'est le signal envoyé par l'intestin au cerveau qui va... Ce qui fait que l'intérêt de cela, comme j'expliquais, c'est que le pancréas, il est averti. Avant que le sucre n'arrive jusqu'à lui, il est averti de combien d'insuline il devra sécréter. Ce qui fait qu'il est prêt. Lorsque la glycémie augmente, tout de suite, et chose pour conforter ce que je dis, lorsque on absorbe un aliment, l'insuline devrait, le sucre devrait augmenter. Il augmente, c'est vrai, mais après, une petite phase d'hypoglycémie. Et cette hypoglycémie correspond précisément à la décharge d'insuline avant que le taux de glycémie ne soit trop élevé dans le sang. En fait, il prévient. C'est une action anticipée. C'est pour ça que cette opération-là s'appelle l'axe métabolique anticipateur. C'est-à-dire qu'il y a une anticipation et ce travail-là, c'est l'intestin qui le fait. Et lorsque l'intestin est malade, il ne peut pas le faire. C'est pour ça que quand il ne peut pas le faire, lorsque cet axe métabolique est perturbé, vous avez une augmentation tout de suite de la glycémie dans le sang. Parce qu'il le pancréas n'a pas été alerté suffisamment tôt pour empêcher cette espèce d'hypoglycémie. Alors, quelles sont les conditions dans lesquelles l'intestin est perturbé pour empêcher le message? Ce qui perturbe l'intestin, c'est la dysbiose, c'est tout. Oui, non, mais... C'est pas compliqué. Oui, alors, dysbiose, oui, nous savons, mais alors, une dysbiose, elle peut se manifester comment? Par de la diarrhée, par une constipation? Moi, j'ai l'habitude de dire, c'est l'inconfort intestinal. Dans un premier temps, quand vous avez une dysbiose, à la limite, vous pouvez même ne pas avoir aucun symptôme. Il y a des gens qui vous disent, ça va. Il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème. Et pourtant, ils ont une dysbiose. Mais elle travaille à bas bruit. Lorsqu'il y a une dysbiose, qui dit dysbiose, c'est-à-dire qui dit déséquilibre de la flore intestinale, dit état inflammatoire. C'est pour ça que le diabétique qui a une forte dysbiose, parce qu'il a un état, une flore d'obèse. L'obèse, c'est un enflammé général, ambulant. L'obèse, il y a des cellules de graisseuses partout dans le corps. Toutes les cellules graisseuses de l'obèse sont entourées de cellules inflammatoires. C'est un enflammé général.
C'est une pathologie ambulante. Ah, c'est une grosse pathologie, le diabète. C'est pour ça que le diabète, il touche tous les viscères, dont les yeux, les reins, on connaît bien, et les vaisseaux. Parce que lorsqu'on est diabétique, la fonction de coagulation est perturbée. On a plus tendance à faire des caillots que l'individu normal. Ce qui fait que les diabétiques, à terme, ont toujours des problèmes d'ulcères, d'artérite, ce qu'on appelle l'artérite diabétique. Les petites artères se bouchent parce qu'ils ont des problèmes de coagulation. Le sang n'est pas aussi fluide qu'il ne devrait. Le point de départ, c'est ça, c'est l'intestin. Parce que le facteur de coagulation qui fait que le sang de l'individu normal ne coagule pas, il vient de l'intestin. C'est l'intestin qui le fabrique. Et ça, on l'ignore. On l'ignorait. Maintenant, on le sait. Donc, si on veut qu'un diabète, pour vraiment bien que je puisse me faire comprendre, pour qu'un diabétique soit équilibré, il faut que son intestin soit équilibré. Sinon, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Il va être équilibré, il aura un gramme de sang. Mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. C'est comme si vous avez mal à la tête et que vous prenez de l'efferalgan. Votre mal de tête va passer, mais ce qui vous a donné mal à la tête, vous ne l'avez pas encore réglé. Donc, ça veut dire que les diabétiques... Ce qui fait que, à tel point que, excuse-moi, je m'excuse, c'est qu'on peut avoir une glycémie tout à fait normale, un dosage de l'hémoglobine, c'est les diabétiques qui connaissent ça, ils comprendront ce que je veux dire, tout à fait normal, et le mieux équilibré possible, et pourtant, qu'est-ce qui se passe? La maladie progresse inexorablement. D'où ce fatalisme dont je te parlais. Oh, parce qu'on ne joue pas sur tous les facteurs, on joue sur deux facteurs. Le diabète n'est pas équilibré. Sur un seul facteur. Oui, il est équilibré en apparence, mais il ne l'est pas. Profondément, il ne l'est pas. Parce que la dysbiose est toujours là. Et l'intestin continue à faire son travail de ça. Et oui. Alors, le diabète est installé, il y a une dysbiose qui est bien présente. Le patient a l'habitude de vivre avec ça. Quelle est la proposition qu'on peut lui faire? Alors, le nutritionniste que je suis va dire tout de suite, il faut lui apprendre à à manger. Ah oui, voilà. Tout à fait. Mais tu as tout, c'est ça. C'est sa démarche. C'est s'occuper de son alimentation. Ne pas fournir à ses intestins des aliments agressifs. Hein? C'est créer cette espèce d'inflammation au niveau intestinal par les aliments. Alors, ce n'est pas toujours très facile, parce que je sais qu'il y a des habitudes alimentaires, mais même avec les habitudes alimentaires, il faut quelques petites modifications. Et puis dédramatiser un certain nombre de choses. Hein, le sucre n'est pas interdit aux diabétiques. C'est le sucré qui est interdit. Le sucré, ça y est, les boissons sucrées, tout ce qui n'est pas indispensable. Quoi. Voilà. Parce que le sucre, on le trouve dans les fruits, bien sûr, on le trouve dans les féculents, voilà. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, c'est le sucré. Et surtout, l'association de graisse trans, de mauvaise graisse, avec le sucre. Et ce dont tu as parlé tout à l'heure, le pain au chocolat, le croissant, c'est du sucré, et graisse fraîche, graisse France. Exactement, les deux plus mauvais. Quand ça arrive dans l'intestin, ça déclenche un orage inflammatoire au niveau de l'intestin. C'est ce qu'on appelle un orage inflammatoire qui va tout de suite se généraliser dans la circulation sanguine. Et tu auras des espèces de missiles qui vont atterrir sur tous les organes, quels qu'ils soient. Mais comme c'est du baboui, les gens ne s'en rendent pas compte. Comme c'est ça. Les gens, ça se fait, c'est un peu comme l'inconscient. Il y a plein de choses qui se passent dans notre inconscient et qu'on ignore. Mais c'est bien parce qu'on est en train de dédramatiser en fait le diabète là. Hein. Mais bien sûr, le diabète c'est une pathologie parfaitement maîtrisable. Voilà. Absolument, tout à fait. Alors, et si on fait exactement, c'est pour ça que je te dis, si on constate les premiers symptômes, parce qu'il ne faut pas attendre que la glycémie s'élève, ça c'est déjà presque pas trop tard, mais en fait, disons, le stade est déjà très avancé. Oui, mais il y a toujours des solutions. Si on arrive à empêcher l'apparition de cette obésité liée à l'alimentation, il n'y a pas de problème. Hein. On règle. Si le diabète était débutant, il va arriver. Alors tu dis qu'on régresse. On va le faire régresser. Bon, mais le diabète est installé. Oui. Il y a un traitement. Oui, il y a un traitement. Mais il faut rajouter à ce traitement un autre traitement. Voilà. Qui est le traitement de l'intestin et par l'alimentation. Voilà. Alors, à côté de l'alimentation, il y a autre chose. Il faut le rééquilibre de la flore intestinale. Ouais. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire. Ouais. C'est l'intérêt des probiotiques, des prébiotiques, et d'abord éliminer tout ce qu'on peut éliminer. Hein, je vois où tu veux venir, tu veux me faire parler de l'hydrothérapie du côlon. Moi je ne dis rien. Moi. Mais si on peut
si on peut, à ce niveau-là, il y a plusieurs méthodes. Il y a l'utilisation des prébiotiques et des probiotiques. Ok. Alors, il y a tous les probiotiques et tous les probiotiques. Ça, je te laisse le soin d'en parler. C'est pas mon rayon, c'est toi. Ouais. Bon. Mais il y a on fait maintenant autre chose qu'on commence à faire en France. Et c'est dommage, je n'ai pas apporté le document de la NSM, là, je ne l'ai pas amené, je voulais l'amener. Il y a une chose qu'on commence à faire chez les diabétiques et chez les obèses, c'est le transfert, le transfert de microbiote. Et ça marche très très bien. Ça marche très très bien. C'est-à-dire que chez un obèse qui a sa flore perturbée, on peut faire soit lui donner des probiotiques pour avoir oral, avoir une bonne hygiène alimentaire. Mais maintenant, on fait ce qu'on appelle, pour aller plus vite, on fait directement un transfert de microbiote. Alors, pour faire ce transfert de microbiote, comment ça va se passer? Dans un premier temps, est-ce qu'on va lui vider l'intestin? Non, on utilise, et puis on utilise aussi ce qu'on appelle les fibres alimentaires en réanimation. Pour modifier le microbiote intestinal, les réanimateurs utilisent des fibres alimentaires. C'est des fibres qu'on donne par sonde gastrique. Et ils ont constaté une chose, c'est que les gens à qui ils avaient rééquilibré la flore intestinale se remettaient beaucoup plus vite de leur coma, faisaient moins d'infections nosocomiales et récupéraient beaucoup plus vite. Oui, parce qu'on a remonté leur immunité. Exactement, on a remonté toute leur physiologie, l'immunité, tout ce que tu veux. Voilà. Et donc c'est à partir de là qu'on s'est intéressé au transfert de microbiote. Et le transfert de microbiote peut se faire directement, le transfert de microbiote, il a le même objectif. C'est toujours la même chose, équilibrer la flore intestinale. Alors, c'est quoi le transfert de microbiote? Raconte. On va prendre quoi? Le transfert de microbiote, c'est exactement comme une transfusion sanguine. Dans une transfusion sanguine, on prend le sang de quelqu'un qu'on a sélectionné, bien sûr. On ne prend pas n'importe qui. Il y a des critères de sélection et on lui prend du sang pour le donner à quelqu'un d'autre. Dans le transfert de microbiote, c'est la même chose. On prend le microbiote d'un individu qu'on a sélectionné également, selon des critères bien précis. D'ailleurs, le papier de la NSM que je voulais te montrer, c'est parfaitement codifié. La NSM, c'est Agence nationale de la santé. Voilà. Et donc, c'est parfaitement codifié. Ils ont mis au point une codification de ce prélèvement. L'individu on passe au crible les antécédents de la personne, on fait l'examen des selles, voir s'il n'y a pas de pathologie. Et ce microbiote, on le dissout, on le dilue, et on l'injecte dans l'intestin du receveur par voie coloscopique, c'est-à-dire on fait une anesthésie générale. Et on balance 1 litre de ce microbiote, de cette dilution, de cette soupe, en quelque sorte, soupe de bactéries. C'est parce que c'est ça, le microbiote c'est ça, c'est une soupe de bactéries. Et donc on balance ça dans l'intestin, dans le côlon par voie coloscopique. Et on a des résultats extraordinaires, remarquables. Les infections à Clostridium difficiles, qui sont des infections dangereuses, parce que ce sont des colites ulcéro-hémorragiques qui peuvent te tuer. Et qu'on ne peut pas... Le Clostridium, c'est un streptocoque résistant à tout antibiotique. Ces fameuses infections multirésistantes là dont on parlait. Et ce Clostridium, comme il est résistant à tout, on ne peut pas le toucher. Il est devenu le roi du côlon. Et il fait ce qu'il veut. Et de temps en temps, il y a des poussées, il se met à proliférer, il entraîne des poussées, pouvant entraîner la mort Eh bien, ces affections-là, quand on les traite par transplantation microbiote, on les guérit à 98%. Sans antibiotiques. Tout simplement parce que le microbiote qu'on a injecté, qu'on a transplanté, il remet à sa place ce fameux Clostridium difficile, qui est un hôte habituel de l'intestin, soit dit en passant. C'est toujours ce qu'on disait, on en parlait ce matin, c'est un potentiel pathogène. Mais lorsqu'il est à sa place, il n'embête personne, c'est lorsqu'on vient l'embêter, par les antibiotiques précisément. Le Clostridium, c'est la diarrhée. La diarrhée des antibiotiques, elle est due à Clostridium difficile. Alors tant que c'est une diarrhée, ça peut aller, mais lorsque ça se transforme en colite ulcéro-hémorragique, je t'assure qu'on n'est pas bien. On n'est pas bien et c'est grave.
le seul traitement radical de cette affection maintenant, c'est la greffe de microbiote. Alors c'était un australien, un professeur de gastrologie australien qui avait lancé ça. Qui a essayé ça, et dans un premier temps, on l'avait traité de charlatan, et puis on a dû se rendre à l'évidence que c'était le seul traitement qui pouvait guérir un clostridium assez difficile à 90%. Aucun antibiotique ne pouvait le faire. Et c'est un petit peu physiologique. C'est un peu physiologique. Et toutes les détresses, il a continué d'ailleurs, il va élargir ses indications à la maladie de Crohn, à la rectocolite ulcéro-hémorragique, voilà. Et ça, c'est très prometteur, parce que dans ces affections-là, on est assez démunis. Et donc, si on peut trouver quelque chose, en plus de naturel, Pour la maladie de Crohn, mais la maladie de Crohn, c'est surtout la dernière partie de l'intestin grêle qui est concernée. La maladie de Crohn, classiquement, c'est l'iléite terminale. Voilà. Et c'est-à-dire que c'est la dernière partie de l'intestin grêle. Mais on peut avoir des atteintes partout. Partout. Disons 70%, 80% c'est iléite terminale, mais dans les 30% restants, tu peux avoir au niveau du jejunum, du côlon, tu peux en avoir partout. Voilà. C'est pas figé, quoi. Mais la grande majorité se trouve à ce niveau-là. Mais c'est pas grave, c'est pas important, parce que dans la maladie de Crohn, c'est une maladie auto-immune. Si tu restaures l'immunité, comme tu disais, donc quelle que soit la localisation de la maladie de Crohn, il y a un effet favorable. Il y a un effet favorable. Voilà. Et on a parlé des antibiotiques, le fait les antibiotiques pouvaient entraîner à 7 ans l'obésité et les dysimmunités. Parce que pourquoi? Lorsqu'on donne... Un enfant fait une rhinopharyngite, même si elle est bactérienne, il n'y a pas de problème. L'enfant a un système immunitaire. Puisque il faut bien savoir que les microbes de l'intestin, c'est eux qui assurent la maturation de notre système immunitaire. Si nous avons des microbes dans nos intestins, si on a un déséquilibre des microbes de notre intestin, notre système immunitaire sera le reflet de ce déséquilibre. Ça veut dire que notre système immunitaire sera lui aussi déséquilibré. Lorsqu'on fait une angine, soit dit en passant, les angines, 8 fois sur 10, elles sont virales, donc elles n'ont pas besoin d'antibiotiques. Et quelquefois seulement, elles sont bactériennes. Okay? Mais même si elles sont bactériennes, que fait le système immunitaire? Il va réagir contre la bactérie. Il va créer des anticorps pour éliminer cette bactérie. Si vous donnez des antibiotiques, qu'est-ce que vous faites? Vous empêchez le système immunitaire de faire son travail. Lui, à un moment donné, vous allez faire ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Moi, je parle des antibiothérapies à répétition. Je ne parle pas de... Et quoique, bon, c'est un autre débat. Mais en général, les enfants ont reçu beaucoup d'antibiotiques. Oui. Et puis on s'étonne après qu'il y ait du comportement des enfants. Ça va très très loin cette histoire. Et je pense qu'on devrait pouvoir s'y pencher plus sérieusement. Après nous. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand vous donnez donc, cette série d'antibiotiques à répétition? Le système immunitaire, à un moment donné, il va commencer un travail et puis il ne pourra pas le terminer. Il va se dire, mais merde, où est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je fais? Et il va être désorienté, il va faire un petit peu n'importe quoi. Il va se retourner, il risque de se retourner contre les cellules, ses propres cellules. Et d'où le déclenchement de certaines maladies auto-immunes, d'eczéma, de l'asthme, et ainsi de suite. D'accord? Alors, pour l'instant, à l'hôpital, c'est à Pitié? Oui, je pense. Non, c'est à Saint-Antoine, je crois. Il s'intéresse à Saint-Antoine. Oui, peut-être Saint-Antoine, il me semble. Il s'intéresse à la. Le service de réanimation. Non. Le service de réanimation, ils font des rééquilibrages du microbiote par les fibres alimentaires, par absorption de fibres alimentaires. Parce que les fibres alimentaires, qui sont les prébiotiques, ce sont les prébiotiques qui nourrissent les probiotiques. Voilà. Et à Saint-Antoine, ils ont commencé à faire des transferts de microbiote. C'est pour ça que la NSM a sorti ce recueil-là de code, la codification de l'acte. Voilà. Mais pour en revenir à ce que tu disais au début avec le diabète, c'est un phénomène génétique, c'est vrai, mais c'est surtout un phénomène épigénétique. Parce qu'une maman qui n'était pas diabétique et qui n'était pas obèse, par son alimentation, lorsqu'elle est devenue obèse,
si elle n'a pas eu le temps de devenir diabétique, mais elle transmet ce facteur d'obésité à son enfant. Et l'enfant, lui, non seulement il sera obèse, mais il risque de devenir diabétique également, parce que l'obésité et le diabète sont associés, sont très, très liés. Voilà, donc c'est un phénomène, c'est vrai qu'il est génétique, très peu. Oui, mais très peu. Très peu. Il est surtout épigénétique. C'est le mode de vie qui déclenche c'est une épidémie, maladie de civilisation qu'on appelle. Voilà. Ce qui m'étonne, c'est quand même que nous voyons autour de nous, dans les rues à Fort-de-France, puisque nous habitons à Martinique, des enfants. Alors, il y a des adolescents qui sont gros, bon, il y a tous les fast-food qui participent à ça, mais on voit des enfants de 5-6 ans qui sont particulièrement gros, mais avec une maman grosse, très 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 souvent. Oui, bien sûr. Et ça me fait mal au cœur parce que je dis il faut faire quelque chose pour cet enfant-là. Oui, parce qu'il est en danger. Il est en danger. C'est un enfant qui risque de faire, comme on en voit maintenant déjà d'ailleurs, qui risque de faire un infarctus à 35 ans. Il y en a de plus en plus, hein? Oui, bien sûr. Alors qu'avant, l'infarctus était réservé aux gens... Aux gens de notre âge. Oui, c'est vrai, de notre âge. On ne dira pas. Non, mais moi, j'ai connu, je me souviens, je n'étais pas encore parti faire mes études, il y a quelqu'un que j'ai connu qui a eu un infarct à 40 ans. Mais c'était incroyable. Hein? Il est décédé d'ailleurs, parce qu'à l'époque, on ne maîtrisait pas l'histoire, hein, il y a 40 ans. Ça fait tout ça de temps déjà. Oui, donc... oui, le temps passe. Le temps passe. Mais avoir un infarctus à 40 ans, c'était exceptionnel. Tandis que maintenant, c'est du commun. D'autant plus qu'il y a plein de cadres qui ont un mode de vie un petit peu déséquilibré. Les cadres de banque en particulier, je pense là parce que je connais quelques-uns, qui prennent du poids, qui n'ont jamais le temps de manger convenablement, qui mangent à midi parce que... Tout à fait. La priorité, c'est parce qu'il c'est une question encore une fois, d'éducation et de formation. C'est parce que pour eux, ça ne prête pas à conséquence. C'est pas de leur faute. Hein. C'est parce que dans leur tête, ils ne pensent pas faire mal. Ils pensent que ils peuvent se contenter de manger ça. L'organisme, il se débrouille avec. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, ils ne pensent pas faire mal, mais ils se font mal. Ils ne pensent pas faire mal, mais ils se font mal. Ah oui, ils se font très mal. Parce qu'une fois que le processus est fixé, c'est toujours pareil, il vaut mieux prévenir que guérir. Une fois que le processus est fixé, c'est plus difficile. Et donc, peut-être pour conclure, je ne sais pas si l'heure est arrivée de conclure. Non, pas encore, on a quelques minutes encore. C'est ça, pour l'instant, ce que je voulais dire surtout, c'est que pour l'instant, actuellement, on n'utilise pas toutes les armes pour lutter contre le diabète. On n'utilise que, disons que le plus facile, c'est-à-dire les médicaments. Les médicaments, et encore, mais on n'utilise pas les autres armes qui viennent en amont. Et pas seulement la nutrition, hein. Ne serait-ce que s'occuper du microbiote intestinal, ça, aucun diabétologue ne le fait. Hein. Mais il ne sait pas. Aucun. Ça ne fait pas partie de sa formation, il ne sait pas. En revanche, tu as fait une allusion, tu as parlé de transfert de microbiote, mais tu n'as pas parlé d'hydrothérapie du côlon, là. Ben, l'hydrothérapie du côlon, c'est une manière de régler des problèmes insolubles, réputés insolubles. Voilà. Et moi, maintenant, avec un certain nombre d'années de recul, je suis à l'aise pour le dire, hein, je ne crains pas la contradiction. Je suis désolé, les cystites à répétition chez la femme, les vaginites à candida à répétition chez la femme, les candidoses intestinales chez la femme qu'on n'arrive pas à soigner, ben, il n'y a qu'un seul moyen, c'est l'hydrothérapie du côlon. Il faut nettoyer le côlon, il faut le nettoyer et Alors j'entends les hurles, les cris de frères disant que la flore intestinale, ceux-là même qui la détruisent tous les jours, hein, mais qui crient la flore intestinale. Et qui ne la connaissent pas bien en plus. Hein. Et on va détruire la flore intestinale. Ouais. Mais non, on ne la détruit pas, on la restaure. Ouais. On la restaure et c'est quand elle est restaurée que d'ailleurs tous les gens qui font de l'hydrothérapie, ils te le disent, hein, ils ne se sont jamais sentis aussi bien. Voilà. C'est du sang neuf. Je suis désolé, c'est comme le microbiote, c'est nouveau, comme c'est pas connu, c'est pas rentré dans les mœurs. Donc comme toute nouveauté, c'est un sentiment que je respecte parce que c'est tout à fait légitime. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est critiquer sans savoir. Voilà. Il faut s'informer. Ensuite, on peut se permettre de critiquer ou de porter un jugement. Mais tant qu'on n'a pas fait cette démarche-là, il faut fermer sa bouche. Si jamais on devait faire une conclusion, alors tu vas m'aider. Si jamais le diabète n'est pas installé, la démarche est facile. Oui. On va faire
Enfin, c'est ce que nous faisons déjà Tout à là, fait. c'est de l'information. C'est de l'information, hein, tout à fait. Ouais. Et puis, si le diabète est installé, eh ben, il aura un traitement, le diabétique aura un Faut traitement. faire le traitement de son diabétologue. Voilà, avec son diabétologue. Voilà. On va lui proposer une mesure d'hygiène, des mesures hygiéno-diététiques. Mais C'est un terme précise. que je ne connais pas, que je n'aime pas du tout d'ailleurs. Voilà, ouais. voilà. Enfin, il faut qu'il apprenne à manger d'une autre façon. Hein, ça, c'est sûr. Il aura des compléments Faut qu'il alimentaires apprenne- adaptés à sa situation, en particulier les probiotiques et les prébiotiques, mais aussi d'autres. Il faut qu'il apprenne à ne pas agresser ses intestins, Voilà. par son alimentation et par la gestion du stress. Et puis, l'autre partie de la thérapie, qui peut passer par l'hydrothérapie du côlon, c'est-à-dire un nettoyage du côlon. Oui, Mais par toi- l'équilibre du microbiote. le microbiote. Si l'hydrothérapie du côlon n'est pas systématiquement obligatoire, j'ai bien parlé de problèmes qui n'ont pas été réglés Oui. par les voies habituelles. Mais je remarque que tu as parlé que des femmes, des hommes ne sont pas concernés. Ah, les hommes aussi sont concernés. Non, bien parce sûr. que c'est d'assister chez les femmes, machin. J'ai parlé du candidat. Du Docteur, vous candidat, avez un cabinet de femmes. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, non, mais les femmes sont plus conscientes. Sont majoritairement soucieuses. Mais ouais, elles sont conscientes alors que les hommes alors que les hommes, ça roulent va. les mécaniques. Oui, tout à fait. C'est vraiment quand les hommes ont un problème, quand ça les gêne vraiment, qu'ils consultent. Tout le monde le sait. Pour la prostate, c'est pareil. Ils ont peur du toucher. du toucher. Alors il y a des gens qui disent qu'ils ont peur d'y prendre goût. Bon. Bon. Merci Victor. Merci de nous avoir parlé de tout cela. Je pense que nos téléspectateurs ont pris conscience de certaines choses. Alimentation, médication, Tout à fait. hygiène. Hygiène, voilà. Activité physique. Activité physique, dont on n'a pas beaucoup parlé, Ouais, ouais. mais, C'est très important. mais toi, tu me disais une fois que l'activité physique, c'est pour remplacer un glucophage. Absolument. tout à Pouvait fait. remplacer un glucophage. Ouais, Il ouais, ne faut pas tout un à glucophage. Hein. Tout à Mais fait. enfin, le parallèle est intéressant. C'est que quand on marche, rien qu'en marchant, Rien qu'en on marchant. diminue son problème de On diabète. diminue surtout la résistance à l'insuline. Voilà. C'est extrêmement important. L'activité physique, c'est un grand facteur de réduction de la résistance à l'insuline. Voilà. Merci Victor. À une prochaine fois. À une À très prochaine. bientôt. Bye bye.